Quand on parle de la diaspora africaine, on pense presque tout de suite aux Amériques, à la traite transatlantique. Et pourtant, il y a une autre histoire. Une histoire bien plus ancienne. Une connexion profonde qui a uni l'Afrique et l'Asie pendant des millénaires. C'est un chapitre assez incroyable de l'histoire du monde qui est souvent resté dans l'ombre. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Ça sonne un peu comme le pitch d'un film d'aventure, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une histoire 100% réelle. Une histoire qui vient un peu bousculer ce qu'on croit savoir sur le passé et qui nous montre que les destins les plus fous peuvent naître des situations les plus sombres. Et voilà l'homme au cœur de ce récit, Malik Ambar. Il est né en Éthiopie au milieu du XVIe siècle. Son nom de naissance, on ne le connaît même pas. Il s'est perdu dans l'histoire. Mais son nom d'adoption, Malik Ambar, lui va résonner pendant des décennies à travers tout le sous-continent indien. C'était un stratège militaire de génie, un homme d'État redoutable. Alors, pour comprendre comment une telle ascension a été possible, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut explorer le monde dans lequel il a vécu. Parce que l'histoire de Malik Ambar, ce n'est pas un cas isolé. C'est un peu la pointe de l'iceberg d'une histoire bien plus grande. Celle d'une diaspora africaine en Asie, beaucoup plus ancienne qu'on l'imagine. Ces liens, ils sont d'une ancienneté incroyable. On a des traces écrites dès l'an 50 de notre ère qui parlent déjà de l'exportation d'esclaves depuis la Corne de l'Afrique vers l'Asie. Quelques siècles plus tard, au 7e siècle, l'expansion de l'islam va renforcer et solidifier tous ces réseaux commerciaux. Au 9e siècle, il y a même eu la grande révolte des Anges en Irak, ce qui prouve qu'il y avait déjà une présence africaine massive là-bas. Et bien plus tard, au 14e siècle, le grand voyageur Ibn Battuta décrit lui-même ce commerce florissant. Il faut bien imaginer que ce n'était pas juste un trajet d'un point A à un point B. Non, c'était un réseau hyper complexe. Des personnes capturées en Afrique de l'Est étaient emmenées vers des ports comme Al-Mouka au Yémen, puis vendues à travers le Moyen-Orient, le Golfe Persique et jusqu'en Inde. C'était un monde connecté par les vents de la mousson et le commerce, ce qui a créé une diaspora avec des caractéristiques très différentes de celle qui traversera l'Atlantique bien plus tard. Et c'est là qu'on touche à un point fondamental. La traite dans l'océan Indien n'avait pas grand-chose à voir avec la traite transatlantique. Cette dernière, elle visait surtout à fournir de la main-d'œuvre pour les plantations, dans un système où l'esclave était réduit à une marchandise. Dans l'océan Indien, c'était différent. Souvent, les Africains étaient employés comme soldats, comme gardes du corps. Et ça, même si ça reste de l'esclavage, ça ouvrait, pour une petite minorité, des possibilités d'ascension sociale qui étaient juste impensables dans le contexte américain. Alors voyons justement comment ce contexte a permis l'une des ascensions les plus spectaculaires de l'histoire. Revenons à notre personnage, Malik Ambar, et à son parcours qui défie vraiment l'imagination. Un parcours qui l'a mené de la captivité au sommet du pouvoir. Son périple commence en Éthiopie, où il est vendu alors qu'il n'est qu'un enfant. Il passe par les marchés d'esclaves du Moyen-Orient, notamment à Bagdad, avant de finalement arriver en Inde. Et là, il est acheté par le premier ministre d'un des sultanats locaux. C'est le tournant de sa vie. On remarque très vite son intelligence, ses talents de guerrier, alors il gravite les échelons, il devient soldat, puis commandant, et il finit par devenir le régent, c'est-à-dire le véritable dirigeant du sultanat. Et attention, ce n'est pas un petit coup d'éclat qui a duré 6 mois. On parle d'un règne de 25 ans. Pendant un quart de siècle, de 1602 jusqu'à sa mort en 1626, Malik Ambar a été la figure politique et militaire dominante de toute la région du Décan. Il a tenu tête à l'un des plus grands empires de l'époque, l'empire moghol, qui essayait par tous les moyens de conquérir le sud de l'Inde. Cette citation, elle vient des chroniques de l'époque, et elle dit tout. Il n'était pas juste un général influent parmi d'autres, non, il était le maître de son royaume. Un ancien esclave qui dictait sa volonté à des princes et même à des empereurs. Ça montre bien à quel point le contexte de l'époque était unique. Mais l'héritage d'Ambar ne se résume pas à ses victoires militaires. Pour vraiment comprendre le personnage, il faut le voir aussi comme un grand administrateur, un bâtisseur, un véritable homme d'État. D'ailleurs, un petit point de vocabulaire pour bien comprendre. En Inde, les personnes d'origine est-africaine, comme Ambar, étaient appelées Habshi, qui est une déformation d'abyssinien, ou Sidi. Ces noms désignaient une communauté bien distincte qui était souvent très respectée pour ses compétences militaires. Et ce qu'il a accompli est assez bluffant. Il a fondé de nouvelles villes. Il a mis en place des systèmes d'irrigation et de canaux hyper avancés pour l'époque. Il a développé le commerce avec la Perse, avec l'Europe. Il a attiré des poètes, des savants à sa cour. Et il a commandé des constructions magnifiques. Et au cœur de son pouvoir, il y avait son armée, avec une garde personnelle de 1000 soldats africains qui lui étaient totalement loyaux. Bon, toute cette histoire, elle date d'il y a plus de 400 ans. On pourrait se dire que c'est juste une relique du passé. Mais en fait, pas du tout. Elle a des échos qui résonnent encore aujourd'hui et qui nous connectent directement à ce chapitre oublié de l'histoire du monde. Et c'est là que l'histoire devient vraiment vivante. Les descendants de cette diaspora, ils existent toujours. En Inde, mais aussi au Pakistan, il y a des communautés qu'on appelle les Sidis,
et qui continuent de vivre en portant en elles la mémoire de leurs origines africaines. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ces communautés ont réussi à garder des liens culturels forts avec l'Afrique. Leur musique, leur danse par exemple, ont des rythmes et utilisent des instruments qui viennent clairement d'Afrique. Leurs cérémonies religieuses sont un mélange de traditions locales et de rituels ancestraux. Et chose incroyable, certains anciens parlent encore des dialectes qui contiennent des mots de langues africaines, comme le Kiswahili. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette histoire est si peu connue ? La raison est assez simple en fait, toute l'attention, que ce soit celle des historiens ou du grand public, s'est concentrée massivement sur la diaspora transatlantique. Et du coup, l'histoire tout aussi riche de l'océan Indien est restée dans l'ombre. L'histoire de Malik Ambar, c'est une façon de corriger un peu ce déséquilibre. Finalement, l'histoire de Malik Ambar, elle nous rappelle une chose essentielle. Le passé est beaucoup plus complexe, plus diversifié et plus surprenant que les récits qu'on nous raconte habituellement. Et ça nous pousse à nous demander combien d'autres personnages comme lui, combien d'autres mondes connectés attendent encore quelque part dans les marges de l'histoire qu'on vienne les redécouvrir.